Bon, je remercie vivement la Maison de l'Architecture d'avoir pris le risque d'inviter un géographe à son cycle de conférence et le public de s'être déplacé pour venir écouter un géographe qui ne va pas vous parler d'architecture. Je reviendrai plus tard sur l'image de titre et puis le titre lui-même après avoir un peu introduit les différentes ambiguïtés qui m'ont conduit à vouloir aujourd'hui thématiser, interroger, penser la ville à partir de l'œuvre cinématographique et l'œuvre un peu polémique aussi de Pier Paolo Pasolini, notamment parce qu'il me semblait apporter quelque chose qui résonnait avec l'ensemble de ce cycle, qui était le fait que l'urbanisme est aussi une question morale et c'est pas simplement une question de forme et d'agencement de forme dans l'espace. On va voir comment tout ça peut se mettre en place progressivement. Mais avant cela, j'aimerais revenir un peu sur le thème générique de la conférence que vous avez écouté depuis un certain nombre de temps, et sur la notion d'ambiguïté. Pour thématiser cette notion d'ambiguïté, je vais partir un peu d'une anecdote, qui est le moment où j'ai reçu un mail m'invitant à venir parler à la Maison de l'Architecture. On conviait, moi, Laurent Matet, à intervenir dans un cycle qui s'intitulait Ambiguïté. J'ai tout de suite répondu à Antoinette est-ce qu'il était vraiment sûr que j'étais le bon Laurent Matet. Pour la bonne et simple raison qu'il y a une série de Laurent Matet qui font à peu près tous la même chose. Il y a un Laurent Matet qui est architecte, qui a eu la mauvaise idée de naître le jour après moi, qui habite et qui a son bureau dans la bourgade où est né mon ami, et qui a sa fille qui est dans la même assurance que moi. Je sais tout ça parce que j'ai été convoqué pour lui à l'armée et j'ai reçu les notes d'assurance maladie de sa fille chez moi. Voilà. Donc je me suis dit, c'est certainement lui qui veut l'inviter. Il est architecte, pour parler à la Maison de l'Architecture, il faut un architecte. Puis après je me suis dit, mais c'est peut-être l'autre Laurent Matet, celui qui travaille à l'Office d'urbanisme, qui a fait des travaux très intéressants de géomatique, notamment sur la gentrification à Genève, dans le cadre de son mémoire de géomatique. Il est sans doute beaucoup plus pertinent que moi pour intervenir dans le cadre d'un cycle de conférences à la Maison de l'Architecture. Après je me suis dit, ouais, mais c'est peut-être quand même moi, j'ai travaillé pendant 4 ans à la Fondation Braillard, architecte, du coup j'ai peut-être une certaine légitimité pour venir parler à la Maison de l'Architecture. Bref, très anxieux, j'ai répondu à Antoinette que je voulais bien venir parler, mais faites sûr que ce soit le bon Laurent Matet. L'anecdote, finalement, elle nous parle d'une ambiguïté ici, une ambiguïté phonétique et puis une ambiguïté graphique. Ça s'écrit pareil, ça se prononce pareil. Et puis cette ambiguïté phonétique et graphique nous renvoie à la question de l'identité et de l'altérité. Très rapidement, je me suis dit, mais je suis qui ? Quel Laurent Matet je suis en fait ? En plus, je suis un être hybride et composite, plein de vices cachés. Ça résonnait fortement. Et puis l'altérité aussi. Qui sont ces autres Laurent Matet qui s'accaparent mon nom ? Pareil. En répondant à Antoinette, je me demandais au fond qui je suis. Et puis, je commençais à réfléchir sur le fait qu'on utilise des mots, des formes pour désigner des choses, mais que ces mots, ces formes peuvent dire plusieurs choses. Et ça ouvre au plaisir de l'interprétation. Des plaisirs que défendait un peu Venturi dans son ouvrage, le plaisir de l'interprétation. Et puis qu'on utilise des mots, des formes, pour les architectes, qui peuvent exprimer plusieurs choses. Et ces mots et ces formes qui expriment plusieurs choses, c'est le plaisir de la rhétorique aussi, de la parole politique. On fait des discours qui ont des dimensions un peu polysémiques et qui font ce grand plaisir. Et puis, plus fondamentalement, et là c'est le grand saut logique et la grande généralisation, il me semblait que ces ambiguïtés, qui étaient là d'ordre linguistique, étaient finalement la forme même du vivant. Le sens émerge par itération. J'ai dû poser la question à Antoinette qui m'a répondu, puis j'ai un peu composé avec les différentes appartenances pour me dire que c'est quand même bien moi qui étais invité. Donc le sens émerge par itération, par touche, dans une appréhension progressive du contexte. C'est le contexte qui attribue un sens au message qui est délivré aussi, quand on a des ambiguïtés un peu morphologiques et fonctionnelles. L'ambiguïté, c'est aussi un encouragement et une analyse compréhensive du contexte.
c'est en prenant le temps d'analyser ce qu'il y a autour d'un message, pour comprendre le sens du message, ou que la signification d'une œuvre architecturale va émerger. Aussi. Et puis, l'ambiguïté, finalement, c'est la qualité d'un mot, d'un objet qui va se relever dans un double processus d'interprétation, celle de l'objet, qu'est-ce que c'est, celle du contexte, de où est-ce qu'on est en train de parler. Cette double herméneutique, je prends un peu mon discours, qui est rapportée à la production du territoire, en fait, c'est une clé de l'analyse du rapport entre le construit et le site. Et c'est cette tension entre un construit et un site qu'on va essayer de thématiser aujourd'hui. Puis finalement, cette ambiguïté nous parle, de manière très générale aussi, de ce qu'il y a d'ondoyant et de divers dans un être, dans une chose. Ça peut être moi, Laurent Matin, qui suis-je, et ça peut être une forme architecturale, une forme urbaine qui doit être réinscrite dans son contexte. Chez Venturi, cette pensée de la complexité, chez Venturi, elle est conforme finalement à ce paradigme du vivant. Ce que produit l'architecture chez Venturi doit obéir à une logique du tiers inclus, non pas du tiers exclu. La logique est ternaire, elle intègre en permanence la contradiction, et on n'est jamais dans une clause du ou du ou, mais on est à la fois. Les objets sont toujours à la fois. Une réalisation architecturale est toujours à la fois ceci et à la fois cela. Comme moi, Laurent Matet, j'étais à la fois un géographe, mais aussi quelqu'un qui a travaillé à la Fondation Vaillard et qui était peut-être un tout petit peu légitime pour venir parler à la maison d'architecture. Cette logique du à la fois, elle propose, chez Venturi, Venturi propose aussi de réinscrire l'objet dans une histoire, dans son passé, et de réinterpréter des formes qui sont issues de l'histoire de l'architecture, d'une histoire culturelle. Comme moi, Laurent Matet, j'étais un peu composé de toutes ces expériences qui me font et qui me rendent lisible à un tiers. L'intéressant du travail de Venturi, des thèses exposées dans l'ouvrage Complexité, c'est aussi ce rapport au passé qui est réinscrit dans un devenir et non pas dans un irrémédiable qui serait arasé par des productions d'œuvres. Dans son œuvre, dans son ouvrage, si Venturi ne renonce pas au pouvoir un peu démiurgique de l'architecte, là je fais un clin d'œil un peu au pitch du cycle de conférence, où à un moment donné, les personnes qui l'ont rédigé, le collectif qui l'a rédigé, parlent du devoir de rêver de l'architecte. Si Venturi ne renonce pas au pouvoir démiurgique de l'architecte, il a aussi une élégance, c'est-à-dire qu'il essaye de restituer un plaisir de l'herméneutique aux personnes qui vont consommer de l'architecture. Que ce soit l'habitant qui va habiter des espaces plurifonctionnels, mais aussi de... Ça boum à la chasse et son. De l'habitant qui transite dans la ville et qui est interpellé par une façade et le composite de sites et de significations qui s'y reflètent. Finalement, Venturi, dans son ouvrage sur la complexité, il thématise une double créativité. Celle de l'architecte qui assemble des formes issues du passé dans un nouvel agencement et qui produit de nouvelles significations tout en faisant un clin d'œil. Et celle de l'usager de l'architecture qui va pouvoir expérimenter une créativité de l'ordinaire en apprenant à lire ce que c'est une façade, en comprenant à mettre en signification les différents registres de sens qui sont mobilisés par l'architecte dans sa production. C'est ça qui m'a intéressé dans l'ouvrage de Venturi. C'est l'élégance de rétablir une part créative de l'usager. Mais d'une certaine manière, on peut se dire que de la même manière que Le Corbusier avait son modulor, son homme standardisé idéal qui habitait à partir d'1,80 m de hauteur, Venturi a son modulor à lui qui est l'herméneute. Cet homme qui a la capacité de tout comprendre et de tout mettre en signification parce qu'il est doté d'un certain capital social. Donc Venturi a son herméneute, un homme ondoyant et divers, comme lui, qui est doté d'un capital esthétique et qui est capable de lire l'architecture. On retrouve chez Venturi un culte de la créativité ordinaire,
qui, d'une certaine manière, établit une symétrie entre l'homme habitant consciemment une architecture et l'architecte producteur d'une forme. Une forme de symétrie dans le pouvoir de créativité. Ce que thématise aussi, sans le vouloir, et là j'accentue un peu les travaux de Venturi, c'est un homme habitant qui est un homme sensible, qui a une capacité de lecture, de saisie, une capacité aussi d'être ébranlé par des émotions. Une forme d'émotion esthétique. On a pris l'habitude de caractériser cette façon de produire de l'architecture et cette façon de produire un choc, c'est la personne qui la regarde, de postmoderne. En fait, ce que thématise Venturi est plutôt hyper moderne. C'est une forme de tension à l'extrême de l'homme qui a thématisé le XVIIIe siècle en construisant un modèle de l'homme sensible, qui éprouvait des idées, non pas parce que les idées lui tombaient du ciel comme révélées, mais qui éprouvait, qui ressentait des idées par son appareil sensorimoteur. C'est l'homme du sensualisme qui est thématisé à la fin du XVIIe siècle. On le retrouve dans cette émotion esthétique face à l'œuvre architecturale. On joue une sensation, une tension ancienne qui est celle de l'opposition entre la raison et la sensation. En réfléchissant à tout ça, après avoir répondu au mail d'Antoinette, je me suis dit que finalement c'était un très bon thème, ce site ambiguïté, ce qui permettait à des personnes qui étaient un peu ambiguës et inscrites dans plusieurs registres de venir prendre la parole, moi, mais en même temps parce qu'il nous questionnait sur la tension qui continuait à exister actuellement entre quelque chose qui pourrait être de l'ordre du modèle urbain, pour reprendre la typologie de François Scholl, et de la règle. La tension entre la reproduction d'idées sur le territoire et la volonté de vouloir produire du territoire dans un art de la mesure. Donc je me suis dit que c'était un bon titre. Je me suis dit que c'était un vraiment très bon titre parce que c'est une commande générique. Donc ça permet aux conférenciers de faire absolument ce qu'ils veulent. Et maintenant c'est le moment narcissique. Le deuxième moment narcissique. Comme l'a dit Antoinette, c'est bien, ça crée une situation comme ça de complicité, on se tutoie. Ça rend la conférence plus conviviale. Ouais. Alors comme le disait, quand j'ai répondu comme le disait Antoinette en introduction, je suis géographe, ça peut arriver. Et puis dans ma jeunesse, de mon innocence de géographe, j'ai plutôt une approche de géographe culturel. Je me suis intéressé à la production des paysages urbains. Puis après, je me suis dit, ouais, quand même, on peut faire un peu plus. Du coup, je me suis réinventé comme géographe social. Je me suis intéressé aux inégalités dans la ville. Je me suis intéressé aux migrants, à la précarité. Mais toujours dans des univers urbains. Et puis, à un moment donné de mon parcours professionnel, je suis passé par la Fondation Braillard. Et puis, j'ai découvert ce monde étrange des architectes. Ces personnes qui travaillent à fabriquer de la ville. Et puis, je ne pouvais pas m'inventer architecte, évidemment. Je suis très maladroit, je suis incapable de mettre deux planches ensemble, donc ça aurait été un peu compliqué. Mais je me suis dit que je pouvais utiliser les travaux que j'avais faits en géographie sociale pour étudier l'architecture. Et j'ai commencé à m'intéresser à la façon de faire de l'architecture, mais au sens le plus littéral. C'est-à-dire la façon dont travaillent les architectes, la façon dont travaillent les urbanistes, les manières dont ils doivent se colter au quotidien avec des normes, des labels, des processus de standardisation, la façon dont ils doivent ruser pour pouvoir faire de la ville en étant confrontés à ces labels, ces normes, ces contraintes très formelles. Et puis je me suis aussi intéressé à poids que faisaient peser les mutations des politiques publiques sur les conditions d'exercice du métier de l'architecte. Je pense qu'on m'a invité pour parler un peu de ça. Du coup, comme finalement le titre me permettait de faire à peu près ce que je voulais, j'ai décidé que je n'allais pas parler de ça. D'accord ? Et que j'allais vous décevoir, mais que j'allais faire autre chose finalement. J'allais accepter que je suis un être moi-même ambigu, et j'ai eu envie de parler finalement d'une personne, elle aussi ambiguë, très éclectique, qui a défini à sa manière une approche vivante, comme le proposait Venturi, inclusive et subtile de l'urbanisme. Je cite le pitch du cycle de conférence. Un être qui n'est pas architecte,
qui n'est pas urbaniste, qui est plein de choses d'autres, notamment un habitant sensible. Finalement, je vais vous parler d'architecture, mais du point de vue de l'habitant, au moyen d'une tierce personne, parce que le tiers est toujours inclus et non pas exclu, comme nous l'a expliqué Venturi. Et cette tierce personne, c'est Pierre Pasolini. Alors, petits éléments de contexte, hein, éclectisme, c'est peut-être le terme qui le caractérise le mieux. Artiste ondoyant et divers aussi, il commence comme proportion d'être peintre dans son adolescence. Assez rapidement, il s'aperçoit qu'il a des talents limités pour la peinture. Et puis, il commence à écrire de la poésie en langue frioulane, parce qu'il vient du Frioul. Il commence à publier un certain nombre de poèmes, et puis il est déplacé à Rome suite à des errements biographiques, et puis il commence à s'intéresser à l'écriture romanesque, et puis très rapidement aussi à la rédaction d'essais. Puis au bout d'un moment, il commence à se dire que l'écriture, c'est pas le langage naturel de la réalité. Si on veut retrouver le langage naturel de la réalité sans passer par le filtre des mots, il faut faire des films. Et il s'invente cinéaste. Il arrive à trouver des financements pour faire du cinéma. C'est une autre époque aussi. Un jour, il se lève, il dit « je veux faire des films ». Il voit le fils de Bertolucci dans les escaliers, il dit « tu veux faire un film avec moi ?» Il dit « j'en ai jamais fait ». Il dit « mais moi non plus ». Et ils vont faire un film. Peu possible, maintenant, il n'y aurait pas les financements. Et puis, après, il y a aussi une production journalistique très importante. Personne qui a toujours refusé l'étiquette d'artiste se revendiquait comme journaliste, c'est-à-dire reporter de l'ordinaire, en fait. Donc, Pasolini, sans doute ambigu, mais en tout cas sans ambiguïté dans son engagement moral et politique, qui a intensément pensé, et ça c'est un peu une tâche aveugle de sa production, sauf pour certains historiens du cinéma, qui a intensément pensé la ville et l'urbanisme. Qui a pensé la tension qui s'établissait entre le construit et le site. Il a pensé fortement donc l'urbanisme, la forme d'une ville. Il y a un beau documentaire de Pasolini de 14 minutes. Son travail est resté globalement méconnu des études urbaines. C'est surprenant. Ça nous renseigne aussi sur ce qui se passe quand on ne s'exprime pas dans les formes requises. Je vais y revenir tout à l'heure. Parce qu'en fait, Pasolini produit donc des connaissances sur la ville, il produit un discours sur l'urbanisme, il produit ces connaissances et ce discours sur l'urbanisme, aussi sur la société. Globalement, c'est un producteur de connaissances qui collecte des informations dans des formes qui sont les formes prescrites des sciences sociales. Il fait des interviews, il passe des questionnaires filmés, il fait ça c'est ce qu'on appellerait des focus groups dans le langage des sciences sociales. Donc il a un dispositif de recueil des données. Par contre, il ne s'exprime pas dans la langue des sciences sociales, ou il ne s'exprime pas dans la langue des études urbaines. Il s'exprime dans un langage poétique et un peu journalistique, où il ne renonce pas à recourir à l'allusion, ou à faire des ellipses, ou employer un style très littéraire. Le fait qu'il ne recourt pas finalement aux règles de l'art, que la forme ne suive pas la fonction, finalement, fera qu'il n'aura pas été écouté du tout. Et toutes les connaissances produites par Pasolini sur la ville et l'urbanisme auraient été dilapidées, perdues. À la même époque, il y a d'autres personnes qui disent à peu près les mêmes choses sur la ville, et qui sont devenus des étendards de la pensée des études urbaines. Guy Debord ne dit pas grand-chose de plus, par exemple. C'est intéressant du point de vue de l'histoire des cités. Je vous invite donc à découvrir cette pensée de Pasolini sur la ville, et après on va voir ce qu'elle peut nous dire sur la façon de faire de l'urbanisme actuel. Premier moment de cet exposé, le moment un peu difficile, je pense, pour vous. Je vais essayer de rétablir le fait qu'il existe une anthropologie pasolinienne. Ça va être un peu pénible, c'est le langage des sciences sociales, et puis ça va être un langage un peu très critique et radical. Et puis comme c'est un langage des années 60, il aurait été repris après par des générations d'adolescents, donc pour les personnes qui ont déjà été parents, ça va être un peu pénible. Alors, une anthropologie pasolinienne. Pasolini produit donc un discours sur la société qui est un discours critique.
Ce discours sur la société dépasse de beaucoup une simple sociologie, dans la mesure où ce qui thématise relève bien plus de l'anthropologie, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'être humain. Que nous dit Pasolini? Là, je m'appuie principalement sur un recueil d'articles, qui sont les écrits corsaires. C'est une série d'articles qu'il a publiés dans la presse italienne, qui sont des écrits qui sont des brûlots. Il est dans un moment de sa vie où c'est la grande tristesse de Pasolini, et semaine après semaine, ou quand il est un peu plus calme, mois après mois, il vitupère dans la presse. Et tout le monde s'allumait, principalement la démocratie chrétienne. Pasolini va essayer de faire un diagnostic de ce qu'il est en train d'observer dans l'Italie des années 50-60. Il se dit que l'Italie est un formidable laboratoire pour penser ce que le capitalisme fait à la société. Il dit c'est un formidable laboratoire pour une raison assez simple, c'est que les transformations qui se sont déployées sur plusieurs siècles en Angleterre, en Allemagne, en France, font irruption en Italie sur 5 à 10 ans. Les transformations du paysage italien sont radicales. Et on les voit à vue d'homme. 7 ans dans la vie d'un homme, c'est rien. Il dit, formidable laboratoire, et regardons un peu ce qu'on observe. Et ce qu'on observe, maintenant ça paraît un peu des topos, des clichés, mais c'est de la critique radicale à l'époque. Ça émerge à ce moment-là. Ce que critique Pasolini, finalement, c'est l'avènement d'un monde de la consommation de masse, et puis l'avènement aussi du monde des masses médias. La façon dont la consommation de masse et les masses médias vont produire un homme nouveau. C'est pour ça qu'il s'agit d'une anthropologie, au sens le plus clair. Pour Pasolini, on est en train d'observer une modification radicale de notre être au monde, entre les années 65 et 75, en Italie. Avec Pasolini, des transformations en cours, telles qu'elle est formulée dans les écrits corsaires, si on les résume au maximum, on peut les résumer de la manière suivante, et là je lis un peu ce que j'avais noté. L'antique monde rural a été dévoré par le capitalisme industriel. Les campagnes disparaissent sous les autoroutes, sous un nouveau mode de production. La paysannerie disparaît, il n'y a plus de monde agricole. Les corps du peuple ont été débilisés par la nouvelle éthique, faussement permissive. On remarque qu'on a un mode de production de la marchandise qui inonde le marché, et dans le même temps, on produit les corps qui ont besoin, qui sont nécessaires à la consommation de ces produits. Et pour qu'il y ait une consommation de masse, il faut qu'il y ait des corps qui demandent à consommer massivement. Et pour Pasolini, c'est une éthique faussement permissive, qui est celle du capitalisme un peu festif, dira-t-on aujourd'hui, mais ces corps sont débilisés. C'est la matérialité du corps qui change. D'ailleurs, il dit que ça ne sert à rien de faire des films historiques. Les corps ne sont plus les mêmes. Pourquoi faire des films en costume? De toute façon, les costumes sont portés par des corps qui ne ressemblent plus aux corps d'antan. Donc il y a une espèce de confrontation des temps un peu inutile. Et puis, les esprits sont rongés par une nouvelle subjectivité, petite bourgeoise, on dit Pasolini. Et cette nouvelle sensibilité petite bourgeoise, c'est pas mon discours, hein, c'est Pasolini qui parle. Cette nouvelle sensibilité subjective petite bourgeoise, elle est envieuse. Pour qu'il y ait la consommation de masse, il faut qu'il y ait l'envie. Il faut qu'on ait envie ce que possède le voisin. J'ai un très bon exemple, hein, j'ai un iPhone. Et puis, elle est non seulement envieuse, mais elle est aussi criminaloïde. L'envie suscite la rivalité du tous contre tous et augmente la violence dans la société. Notamment aussi parce qu'il y a beaucoup de frustration, nous explique Pasolini. Et pour Pasolini, qui est un penseur de son temps, hein, ça ne lui tombe pas du ciel, hein, tout ça. On verra après que il est dans un réseau, dans un socle archéologique, comme dirait Foucault. Les médias, déjà, en Italie, hein, c'est pas Berlusconi qui a révolutionné les médias, on suit un peu le raisonnement de Pasolini. Les médias et l'école, il est un peu althusérien, c'est un appareil idéologique de masse, participent à cette transformation des esprits. Pasolini, du fait de cette lecture du monde et de ces transformations, a conduit finalement à ce que certains parlent chez Pasolini d'une déploration lyrique sur la disparition du monde. Il déplore la fin du monde paysan, des vieilles solidarités paysannes,
de l'architecture paysanne, on le verra aussi par la suite. Et puis, Pasolini doit faire toute une série de deuils qui vont travailler fortement ses écrits dans ces années-là. Le deuil de la civilité patriarcale, paysanne, disparue, le deuil de la vieille langue terrienne, oubliée, le deuil aussi de la nature massacrée par l'ère industrielle. Il y a un très beau texte de Pasolini sur les plages sales, puis encore un plus beau texte sur les lucioles. Il remarque que les lucioles ont disparu. La disparition des lucioles, vous savez, ces petits insectes humides qui illuminaient un peu les nuits d'enfance, la disparition de ces lucioles, un indicateur poétique, marque la transformation d'une humanité qui rentre dans un nouveau cycle de production et de rapport au monde. Plus que 3 diates sur Pasolini et sa critique de la société. Cette transformation du monde, nous explique Pasolini, qui est une transformation anthropologique, procède d'une logique qui est celle d'un génocide culturel. On reprend le discours marxiste. Ce génocide culturel, c'est celui qui va conduire à la liquidation par un homme qui consomme et qui prétend, je cite Pasolini, de surcroît que d'autres idéologies que celles de la consommation sont inadmissibles. Elle va modifier l'ordre normatif ancien, elle va dévaster les structures historiques de la personnalité, elle va ravager les consciences, et en ravageant les consciences, elle va mettre fin à l'âge de la pitié, nous explique Pasolini, et le début de l'âge de l'hédonie. Des thématiques qui vont bien plus tard dans la critique urbaine. Homo festivus qui transforme les centres-villes, qui accroît le nombre de mètres carrés de terrasses en ville, l'irruption de la société des loisirs qui transforme massivement tout espace urbain pour en rentabiliser le moins de centimètres carrés, c'est déjà thématisé chez Pasolini par cet intermédiaire. Ce que dit Pasolini en plus, c'est qu'il y a une mutation fondamentale qui s'opère dans les consciences. On n'est plus dans l'âge de la sensibilité, du souci de son cadre de vie, du souci de l'autre, ce qu'il appelait l'âge de la pitié et de la sensibilité. On est rentré dans un âge de l'hédonie qui est l'âge aussi de la... C'est ce contexte criminaloïde qui décrit, et qui a décrit préalablement. On a renié les modèles culturels anciens, et une fois que l'abjuration, je cite un passage du livre de Pasolini, est accomplie, participe d'un projet plus global. On arrive à ce génocide culturel que décrit Pasolini, il est d'autant plus préoccupant qu'en liquidant toutes les cultures autres, Pasolini explique que pour que la marchandise soit absorbée par des corps, il faut construire un marché qui est fait d'identique. Et cette construction du marché va conduire à la liquidation des cultures autochtones. Il prend comme indicateur la liquidation des dialectes en Italie, la liquidation des différentes identités régionales, etc. Continue à penser avec Pasolini, pardon. Et puis, quelque chose d'importance que remarque Pasolini, c'est que l'irruption de ce nouveau contexte qui liquide les différences est d'autant plus préoccupant qu'il est en train de détruire ce qui fait la dynamique sociale. C'est une dynamique sociale, c'est de la vieille culture marxiste, c'est parce qu'il y a une lutte des classes. C'est une rivalité, il y a une tension qui produit le mouvement dialectique de transformation de la société. Pasolini nous explique que, à force de produire un individu petit bourgeois au maître linéaire, de produire des petits bourgeois en série, Pasolini est en train d'inventer le capitalisme industriel est en train d'inventer une nouvelle structure sociale dans laquelle les rapports sociaux sont non modifiables. Si on est tous identiques, il n'y a plus de tension dialectique, il n'y a plus de pouvoir de transformation de la société, note Pasolini. Et c'est ce qu'il appelle l'entropie capitaliste, c'est-à-dire le mort de la société. L'entropie, c'est un état d'équilibre parfait, il n'y a plus rien qui dépasse, et donc tout est mort. Donc un contexte très, très préoccupant pour Pasolini, qui est en souffrance dans ce contexte-là, où il voit un monde mort, qui a réduit toute différence, avec une fin de l'âge de la pitié, une émergence forte d'une idéologie hédoniste qui conduit finalement à l'émergence
d'un contexte criminel, pour résumer. Chez Pasolini, cette grande transformation, elle impacte fortement les corps. C'est pour ça qu'il va parler de fascisme. Il va montrer que le monde de la consommation de masse, ce nouveau capitalisme dans lequel on est rentré, travaille beaucoup plus habilement les corps que ne l'avait fait le fascisme officiel de Mussolini. Dans Salo, les 100 jours de Sodome, il thématise la période fasciste. On voit des corps domestiqués par un pouvoir externe identifiable. Il dit que maintenant, les choses sont beaucoup plus pernicieuses dans la mesure où il n'y a pas de pouvoir externe identifiable, mais qu'on est tous porteurs de ce pouvoir de coercition. Et qu'en plus, ce pouvoir de coercition est d'autant plus pernicieux qu'il ne s'avoue pas comme coercitif, mais qu'il nous impose à tous d'être des individus joviaux, ludiques et consommateurs. Il dit que dans ce contexte-là, on a un pouvoir sans visage, qui est partout et nulle part, qui rend difficile la lutte politique. Il faut trouver une nouvelle analytique du pouvoir, nous explique Pasolini. Je reprends encore quelques termes parce qu'il y a un sens de la formule qui est assez fort. Et puis surtout, il y a un langage de l'organique qui va nous servir par la suite. Remarque que dans ce contexte de pouvoir coercitif, où on est tous des petits criminels d'une certaine manière, alors le génocide culturel est une forme de gangrène qui corrompt le corps social. On est acculturé, les hommes du néo-capitalisme deviennent des imitateurs larvaires et féroces, pas faux, animés par la nouvelle idéologie du plaisir et de la joie de vivre, propre à favoriser un nouveau cycle long du capitalisme, un nouveau souffle de consommation pirate. Le pouvoir est sans visage, il transforme fortement nos paysages. Que faire? Pasolini va proposer, et on commence à glisser vers la ville, vous êtes sorti du moment pénible, va proposer un autre type d'analyse du pouvoir en disant finalement, il faut partir de la matérialité des choses pour comprendre ce qui est en train de se passer. Retournons à ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, cette approche sensible du monde. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment saisir ce qui se passe. Cette lecture matérielle, de la réalité matérielle, est exposée de manière un peu plus étendue dans une série de textes qui ont été regroupés dans les lettres luthériennes. Les lettres luthériennes, c'est une première partie où il essaie de faire un manuel pédagogique, où il s'adresse à un individu imaginaire, un jeune évêque napolitain. Pasolini aime bien les garçons jeunes, donc il s'adresse à un jeune évêque napolitain imaginaire. Il ne finira jamais ce manuel pédagogique. Et puis la deuxième partie, c'est encore et toujours des articles qui ont été publiés dans la presse. Des articles où il critique fortement ce qui est en train de se passer. Ce qui est intéressant dans ce texte, dans ce recueil de textes, c'est qu'il y a un intérêt pour la réalité urbaine de l'époque, et puis qu'il va essayer de thématiser l'approche par la matière concrète de la vie pour comprendre ce qui est en train de se passer. Cette approche de la matière concrète, elle lui vient du cinéma, même si là on s'en saisit par écrit. Il explique il utilise la formule le langage pédagogique des choses, qui pourrait être une formule d'architecte. Ça, c'est venu du cinéma parce que rien n'oblige, autant que le cinéma, de regarder les choses. Les choses dans le cinéma, elles ne sont jamais transformées en symboles. Elles restent elles-mêmes, en forme d'authenticité, je vais y arriver, des choses qui émergent dans le cinéma, et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de regarder. Ou plutôt, si elles deviennent des signes, dit Pasolini, ce sont des signes vivants. Sous le regard, les choses parlent d'une relative autonomie objectale, elles sont au fondement d'une réelle pédagogie. Pasolini continue. Si on peut oublier ce qui est enseigné par des mots, on ne peut jamais oublier ce qui a été appris par les choses. Soyons donc des connaisseurs de la matière concrète. Et la matière concrète par excellence pour Pasolini, c'est la ville. Et s'adressant à Gagnarello, il prend cet exemple de la ville et puis dit voilà comme parlent les choses à moi qui suis un vieil homme. Par exemple, quand je me promène
dans les paysages périurbains, les périphéries de la ville. Moi, à mon époque, ce que me disaient ces paysages-là, c'était un discours très précis. Et tous ceux qui arpentaient ces territoires-là, de la ville, entendaient le même discours. Ils entendaient le discours suivant, qui consiste en « c'est ici qu'habitent les pauvres, et la vie que l'on y vit est pauvre. Mais les pauvres sont des ouvriers, et les ouvriers sont différents de vous, vous les bourgeois qui venez vous promener ici. Il veut donc un avenir différent. » C'était des écosystèmes qui accueillaient des modes de vie autres, tiers, et une tension s'établissait avec les villes-centres. Et cette tension permettait aux jeux politiques d'occasionner des transformations urbaines, des transformations sociétales plus amples. Et il continue, celui qui se promène aujourd'hui dans ces grandes périphéries de la ville entend un tout autre discours. Il entend un discours qui dit « l'esprit populaire a disparu d'ici. Paysans et ouvriers sont ailleurs, même s'ils sont encore matériellement ici. Le droit des pauvres à une existence meilleure trouve ainsi une contrepartie qui a fini par la détériorer. » Ce que nous explique Pasolini, d'une certaine manière, c'est que l'irruption dans ces territoires-là de la modernité architecturale, de la production de l'habitat social fonctionnaliste, qui a été produit, conçu, pensé à partir d'un appareil normatif qui est celui d'une forme progressiste, finalement, à transformer les conditions de vie de ses habitants, mais à transformer les conditions de vie de ses habitants pour les inscrire dans un mode de vie qui n'était peut-être pas le leur. D'où la dimension éthique de l'urbaniste. Et puis des discours qu'on va entendre par la suite sur la participation, sur la façon d'intégrer des aspirations qui ne sont pas celles qui sont dans la tête du concepteur, qui ne sont pas celles de la commande publique qui va occasionner la production du territoire. C'est ça que est en train de nous expliquer Pasolini. Il va avoir le même type de discours sur les villes-centres. Je reprends cette phrase, qui vient de la figure, c'est un peu difficile. C'est ici qu'habitent les pauvres, et la vie qu'on y a est pauvre, mais les pauvres sont des ouvriers. Les ouvriers sont différents de vous, les bourgeois. Il veut donc un avenir différent. Après, remarquez les transformations. Là, il y a une phrase aussi qui doit nous aider à penser ce qui est en train de se passer dans les villes contemporaines. L'esprit populaire a disparu d'ici. Paysans et ouvriers sont ailleurs, même s'ils habitent encore matériellement ici. Le droit des pauvres, blablabla. Ce qu'explique Pasolini, c'est aussi le potentiel qu'ont les transformations urbaines à expulser la vie. Quand on fait de la rénovation, il y a aussi cet enjeu-là. La façon dont on arrive à intégrer des usages préexistants. Ou bien, on est en train de réfléchir à l'UNI actuellement sur une recherche sur les activités culturelles, en constatant... est-ce que quelqu'un a des lunettes de soleil? Je ne les ai pas. Hein, je me décale. C'est toujours, je n'ai pas mes rémades, j'aurais pu les mettre, ça me donne un petit côté Pasolini. Merci. Je vais être comme ça, autrement je ne peux pas lire. Voilà. Ça me donne un petit... Comment c'était déjà ce pianiste aveugle? Voilà. Moi je pensais à l'autre. J'ai grandi dans les années 80. Je regardais Champs-Élysées. Donc Gilbert Montagnier. Sunlight. Sunlight des tropiques. Voilà. Je sais plus où j'en étais. Sur l'expulsion, je faisais un petit excursus pour parenthèse qui peut-être a été inspiré par mes livres sur Pasolini, où on réfléchit sur les activités culturelles, l'œuvre culturelle, d'une manière générale, une certaine propension à concevoir les activités culturelles toujours à partir d'un même schéma. C'est la culture de l'homme moyen, mais il y a peu d'activités de planification de la culture populaire, en fait. Puis aussi des choses qui animent les paysages urbains, qui font vivre les quartiers. La culture, c'est pas simplement les lieux de culture alternative, les lieux de haute culture, mais c'est aussi tout ce qui fait que
des êtres dits du monde ouvrier arrivent à vivre dans les villes. Le simple bistrot, le cas d'une association de migrants, c'est aussi la culture populaire qui a ses places dans les centres-villes. C'est comment on arrive à la planifier et l'intégrer dans la planification. Voilà. Bref. Qui maintient finalement l'esprit populaire dans les quartiers, quand ils sont en train de se transformer. Bien. Donc Pasolini a cette approche par le paysage urbain, et en divagant dans les paysages urbains, il lit des mutations qui sont des mutations fondamentales. On commence à réfléchir déjà à comment on pourrait rééquilibrer les territoires. Comment finalement faire en sorte que, quand on réhabilite un territoire, on arrive à préserver l'esprit de ce territoire, la culture qui l'a fait émerger. Il réfléchit à ça, mais il est plutôt sceptique. Il s'aperçoit que l'alternative est plutôt difficile. Et s'il a une lecture par les paysages urbains, il a aussi une approche assez critique de la gouvernance urbaine de l'époque, même si le terme n'existe pas encore. Il va s'intéresser longuement à une ville, Bologne, comprendre comment fonctionne Bologne, qui à l'époque est la Mecque de tous les communistes. C'est une ville qui est tenue par le pouvoir communiste et qui a une politique progressiste évidente. Et Pasolini, en bon communiste, qui a été répudié par le Parti communiste, a publié une critique en règle de Bologne. Donc Bologne, ville communiste et consumériste, il essaye de... Et Fondation Braillard, c'est vraiment mieux. Dans une cave. Bien. Alors... En fait, je ne vais pas regarder mon écran, je vais regarder mes fiches, ce sera beaucoup plus simple. Je vais arrêter de... Non, quand même. Je suis désolé. Hein. On reprend. Donc il s'intéresse à Bologne en se disant bah, Bologne est un excellent exemple. Voilà. Bologne est un excellent exemple finalement pour penser la façon dont un pouvoir sans visage, il y a toujours cette idée que tous maintenant en train de porteurs de cette idéologie capitalistique. Comment un pouvoir sans visage, ah oui, il y a ça. Désolé, c'est un côté un peu convivial. Comment un pouvoir sans visage finalement arrive à transformer, détourner sans peine la plupart des initiatives les plus réformatrices, le pouvoir communiste de l'époque. Et puis il remarque, d'abord il y a tous les compliments par rapport à Bologne. C'est une ville qui a su rester intacte morphologiquement, et puis c'est parmi les plus belles villes d'Italie, etc., etc. Donc il y a un grand portrait de Bologne que nous dresse Pasolini, pour remarquer tout aussitôt que finalement, si la ville est parvenue à rester intacte, peu de transformations morphologiques, il n'y a plus de substance du tout dans cette ville-là, note Pasolini. Puis après, il commence à faire une critique en règle des transformations de Bologne, qui sont à peu près ce qu'on pourrait retrouver maintenant chez les critiques de la gentrification dans les centres-villes. Alors la forme est restée intacte, processus de rénovation urbaine, d'une certaine manière. On commence à avoir de la rénovation urbaine à ce moment-là à Bologne, mais la substance n'y est plus. La vie qu'il y avait il y a 30 ans a complètement disparu. Le Parti communiste a bien sûr assuré une fonction de conservation. Il a tout juste limité la casse, en fait, c'est ça qu'il est en train de nous expliquer, de la ville. Mais il se dit particulièrement anxieux dans une certaine forme d'opulence qui transforme la ville, et qui s'apparente désormais, nous explique Pasolini. On voit que aussi les topos par lesquels on thématise l'urbain, une histoire longue. Bologne ne ressemble plus du tout à une ville italienne, c'est une ville française ou allemande. Homogénéisation des centres-villes, sous le poids de la marchandise. Et puis il est particulièrement anxieux, en plus, Pasolini, les cohues du vendredi soir, du mardi soir. Il dit c'est plat, c'est pas la ville italienne, c'est le quartier latin. Changer d'urbanité, un nouveau mode de vie transforme ce qu'est Bologne. Et puis
aussi particulièrement angoissé, Pasolini, par ce qu'il appelle le jeu démocratique exalté. Il y a des assemblées participatives partout à Bologne à l'époque. C'est le communisme en mode soviète, donc tout le monde participe aux décisions. La richesse et le processus d'autogestion, de participation. Et il voit ça de manière assez circonspecte en disant que tout ça donne un optimisme démocratique aux habitants qui ne correspond pas du tout à la capacité réelle qu'ils ont de transformation des centres-villes. Encore une fois, une critique très contemporaine de ce qu'est la participation. Il dit cet optimisme démocratique est propre à faire de tout Kidam, je cite Pasolini, un catéchumène, même pas trop fanatique d'ailleurs, du nouveau pouvoir sans visage. L'impression qu'il y a un peu une critique d'équitaire, où on a la capacité, en participant, de faire des petits aménagements à la règle qui ne modifient rien de fondamental au cours réel des pratiques de l'urbanisme et aux transformations en cours des centres-villes. La manière dont le capitalisme, la financiarisation, dira-t-on actuellement, est en train de produire un nouveau corps urbain et une nouvelle façon d'être en ville. Ce qui est intéressant chez Pasolini, c'est que non seulement il thématise, très sympa la photo, je me réjouis d'être sur la page Facebook, la façon dont l'urbanisme capitalistique va transformer les périphéries urbaines, la manière dont il transforme aussi les modes de vie, les usages de la ville. Autre question que soulève Pasolini dans sa critique de Bologne, qui est une question très contemporaine. J'essaie de vous montrer la contemporanéité de ce que nous dit Pasolini à cette époque-là. Il est déjà en train de parler de la mondialisation, d'une certaine manière. Il dit, mais finalement, ce qu'essaye de résoudre actuellement le pouvoir communiste à Bologne, misérable au sens étiolique, pouvoir communiste de Bologne, suivant à Bologne se posent des problèmes concernant le développement de la société de consommation transnationale à un conseil régional communiste, lequel, au moment même où il résout ces problèmes, les accepte. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a même plus d'altérité. Donc encore une fois, un monde catastrophiste qui va nous conduire finalement, il est plutôt là. Ben, si vous levez le bras, ça peut le faire. Il faudrait monter sur une chaise. Non, c'est bon, je vais m'en sortir. Non, ne prenez pas de risque. Il faut revenir. Hein? Alors là, il faut vraiment vous déplacer. Alors. Oui, je vais rester là. Parfait. Merci. J'ai un problème de store à la maison. Faites pas ce week-end. Oui, ça, en fait, c'est un spectacle. Alors, retrouvez-nous dimanche à Avanches. Dîner un peu sur votre droite. Voilà. Alors, on reprend. Je peux y aller? Bon, ça fait la tête. En somme, dans les considérations de Pasolini sur la lecture des paysages urbains, sur le corps de la ville, la lecture qu'a... Ah oui, pardon. La lecture qu'a... Ce serait peut-être mieux d'avoir un petit micro-cravate. Je suis vraiment l'invité disconvenant. La lecture qu'a Pasolini, des transformations aussi de la gouvernance urbaine dans une ville communiste, fonctionne en homologie avec ce que dit Pasolini sur les transformations sociétales les plus globales. Finalement, ce que la modernité de la deuxième révolution industrielle a fait au corps, vous explique Pasolini, elle le fait au corps même de la ville. Dans un processus de transformation des villes qui les rend toutes semblables et conformes les unes aux autres.
En fait, la pensée urbanistique de Pasolini, elle suit le prolongement d'une réflexion sur la situation de l'homme dans le monde. On commence à glisser un peu plus sur de l'urbanisme incarné. Développement de la forme d'une ville doit être, on va le voir, dans un rapport organique avec le site. En fait, c'est un penseur de l'écologie avant la vie. C'est pour ça qu'il s'était titré une écologie politique du site, l'intervention. Forme d'une ville dans un rapport organique avec son environnement. La ville est susceptible d'être le corps, de nouveau une approche très sensualiste, hein. La ville est susceptible d'être le corps élargi des êtres humains qui l'habitent. Ce qui rend d'ailleurs difficile les interventions sur le cadre bâti. Intervenir sur le cadre bâti, c'est intervenir sur la peau des habitants, d'une certaine manière. La ville est susceptible d'être le corps élargi des êtres humains qui l'habitent, puis la forme de la ville, c'est l'expression la plus intime d'un rapport étroit des sociétés à leur environnement. Une approche très environnementaliste de Pasolini. Pensée urbanistique de Pasolini, elle va s'organiser en sorte autour d'un motif qui est parfois transposé dans la relation que les personnages de Pasolini ont avec leur quartier, puis, etc. Dans les œuvres romanesques, il est toujours impossible de déterminer où s'arrête le corps du personnage et où s'arrête le corps de la ville, en fait. La ville est la forme de l'individu. Je reviendrai dessus encore. Je ne sais pas tout de suite sur l'image d'après. Pensée urbanistique de Pasolini, donc, je reviens encore là-dessus. Situation de l'homme dans le monde, je me suis un peu perdu. Voilà, j'étais là-dessus, pardon. Désolé. Voilà. De la même manière que la ville est susceptible d'être le corps élargi des êtres humains qui habitent, la forme est l'expression la plus intime du rapport étroit des sociétés, de leur environnement, okay, ça que j'avais dit tout à l'heure. Et les réussites urbanistiques résultent de cette conception. Elle est toujours le produit anonyme, nous dit Pasolini, je retrouve la citation que je cherchais depuis le début, le produit anonyme d'une science qui peut être spontanée du milieu. Le documentaire Pardon, je suis confus, je me suis perdu parce que je cherche une citation que je n'arrive plus à retrouver. C'est pas grave, on ne passe plus sur la citation. Donc, l'urbanisme est une question d'environnementalisme, en fait. Il s'agit pour l'architecture, chez Pasolini, c'est une science du milieu. C'est la façon de lire et de s'approprier un rapport étroit avec un site d'intervention. Je vous explique Pasolini. Pour expliquer ce type de réalisation magistrale, pour lui, cette science du milieu, Pasolini va avoir deux modèles d'école, qui sont en fait pas des villes. On a un gros bourg et puis on a une petite bourgade. La première bourgade, c'est la ville d'Ort, qui est située au sommet d'une colline. Et puis il y a ce beau documentaire de Pasolini titré La forme d'une ville, où il filme dans le contrebas la ville d'Ort. Et puis il explique comment cette ville s'est constituée sans intervention de l'architecte, en fait, dans un art qui est un art d'exploiter les différentes prises qu'offre un milieu, un matériau très localisé, une lecture du site. Et tout ça a produit graduellement un appareil normatif et juridique qui a permis la construction d'une certaine forme urbaine. Je vous explique pas. Et puis petit à petit, sa caméra glisse, et puis on va sur les franges de la ville. Et puis il remarque qu'il y a des petites maisons ouvrières qui sont survenues sur les marges de la ville, et que ces petites maisons ouvrières contreviennent à l'esthétique du site et au sens du site. Et Pasolini s'interroge sur l'origine de ces maisons ouvrières, la façon dont elles ont pu être autorisées par rapport à l'appareil normatif qui progressivement s'est constitué autour de la production territoriale d'Ort. Et puis il remarque que ces irruptions aux marges de la ville, finalement, contreviennent à l'équilibre écologique de cette forme-là. Et ce qui l'interpelle, c'est que ces irruptions aux marges de la ville sont des irruptions qui ont été introduites par détournement des règles d'urbanisme, par des arrangements tout financiers entre le maire et les
personne qui cherchait à produire de l'habitat dans ce territoire. L'intéressant de cette digression de Pasolini, c'est qu'il nous explique que l'urbanisme est une question de règles. Et c'est pour ça que c'est une question de morale aussi. La forme d'une ville, c'est un appareil juridique et législatif sédimenté dans la longue durée, et c'est la contrainte qui va faire la qualité des territoires dans lesquels on vit. Là aussi, on a des choses qui nous permettent de réfléchir au Skokosian, un urbanisme dérogatoire, sur les paysages identitaires, par exemple. C'est ça qu'introduit Pasolini dans ces réflexions-là. Cet art très incarné, cette architecture très territorialisée que préconise Pasolini, qui est une architecture sans architecte, hein, d'une certaine manière. L'architecture, c'est une émanation de l'esprit d'un peuple qui a sédimenté des règles d'urbanisme et qui petit à petit a produit une forme qui est toujours belle et bonne parce qu'elle est authentique, selon Pasolini, c'est-à-dire qu'elle manifeste une culture. Cette architecture-là, très territorialisée, qui part du site pour produire de la forme, c'est pas une architecture qui est antimoderniste. C'est ça qui est intéressant. Parce que le deuxième exemple de Pasolini, pour parler de réussite architecturale, c'est... Alors là, j'ai volé une image dans un film qui n'est pas un film de Pasolini, c'est Sabaudia, qui est une ville de fondation qui a été produite par Mussolini, qui a séché un marais et qui, le pouvoir du prince, finalement, décide de lotir un territoire après l'avoir asséché. Et Pasolini remarque que cette ville est en fait une réussite. Et pour lui, ça fonctionne en écho avec les théories qu'il avait préalablement sur souvenez sous le corps, sur le fascisme et la façon de contrôler les corps. Quand le fascisme était un pouvoir externe de contrôle des corps, il n'arrivait pas à domestiquer ce qui avait de plus authentique dans les corps. Et quand le pouvoir fasciste de Mussolini essaie d'inventer une forme urbaine, il a été en fait contredit par les corps qu'ont produit cet espace-là. Et pour Pasolini, Sabaudia manifeste l'esprit de la vieille société rurale, patriarcale, etc., etc. Ce qui fait qu'elle était habitable par la suite. Et qu'on a un espace public, des gabarits qui sont à échelle humaine, dirait-on aujourd'hui. Finalement, la réflexion de Pasolini sur l'architecture, sur la ville, on l'a vu, hein, c'est très clairement une réflexion sur la façon dont on produit de la forme. La façon de produire de la forme chez Pasolini, elle est très proche de ce que thématisera par la suite Sébastien Marot, finalement. C'est-à-dire que c'est une approche qui doit être sensible, en prise avec le site et en prise avec tous les collectifs qui font le site, les habitants, ce qui leur donne une forme de culturel à cet espace-là, et qui va permettre de produire une forme collective et appropriable. Ça peut paraître dérisoire maintenant, mais de le dire à ce moment-là, on peut se dire, mais si tout le monde avait écouté ça à ce moment-là, on aurait gagné 30 ans sur la façon de produire du territoire. L'utilité d'aller voir des guéris qui traînent. En aucun cas, le discours de Pasolini est un discours anti-moderniste. On est bien d'accord. Ce n'est pas les réalisations de l'architecture. Enfin, c'est un discours anti-moderniste des années 50. L'architecture produite dans les années 50 a massacré les territoires pour Pasolini. L'architecture produite dans les années 30 n'a pas massacré les territoires. Pour une raison assez simple, c'est que dans les années 30, on est avant la grande mutation anthropologique dont nous parlait Pasolini tout à l'heure, avant qu'on soit tous des imitateurs larvaires et féroces, avant qu'on soit tous devenus des individus animés par l'idéologie de la classe moyenne, selon la rhétorique de Pasolini, il y avait des tensions différentielles qui permettaient à quelque chose d'authentique d'émerger dans les formes territoriales. À partir des années 50, on rentre en Italie, dans un autre mode de production du territoire, où on produit de manière sérielle des typologies d'habitat destinées à un seul type d'usage, qui sont appropriés à un modèle, celui du progrès, et on amène le progrès, et les corps qui vont vivre dans ces appartements. Et c'est pour ça que ça massacre le territoire pour Pasolini.
On n'est plus dans un rapport de sensibilité avec le site et avec les corps qui l'habitent, mais donc dans un rapport d'imposition en fait. Et il n'y a plus de contradiction possible. C'est pour ça que le détour par l'anthropologie de Pasolini était nécessaire. On a vu que Pasolini est quand même animé d'une grande nostalgie. C'est bon, il n'y a plus de soleil en fait. On a vu que Pasolini est animé d'une grande nostalgie, et puis ce que nous dit aussi les écrits, ce que nous disent les écrits de Pasolini sur la ville, sur l'architecture, c'est un peu quelque chose qu'on pourrait titrer de manière un peu amphigorique, la perte du lieu amène comme condition de la modernité. Pasolini, dans la fin de sa vie, c'est une longue série de complaintes qu'il produit. Une grande forme, une tristesse de Pasolini sur ce que la modernité a fait au territoire, ce que la modernité des années 50 a fait à la ville, ce que la modernité des années 50 a fait à l'architecture. Il y a une volonté de sortie. Cette volonté de sortie du monde, ça va se retrouver aussi dans les réalisations architecturales de Pasolini. À mesure où il a fait de l'architecture, Pasolini, il a fait de l'architecture participative, c'est-à-dire qu'il a transformé une vieille tour, Accia, une tour médiévale du XIIIe siècle, avec un architecte, et il tenait un peu le crayon parce qu'il était artiste aussi. Et puis il a réalisé une maison, une villa moderniste avec Alberto Moravia à Sabaudia. Toujours intéressant de voir dans quel type d'habitat vivent les personnes qui ont une théorie sur l'architecture et sur la ville. Et on voit qu'il y a une volonté de retrait, de sortie du monde très très forte chez Pasolini, qui est une forme de dégoût de la société de consommation dans laquelle il vit, et une volonté de reproduire une architecture qui est une architecture qu'on pourrait appeler écotonale, qui vise à vivre à la lisière de différents écosystèmes. Là, on est en marge d'un marais, proximité des plages derrière, dans une forme qui est une forme quand même assez moderne et métropole de Pasolini, le premier élément. Et cette architecture écotonale, elle traduit les principes d'une architecture écologique au sens de Pasolini, une façon de vivre dans la nature, dans un rapport de proximité, et dans un rapport de proximité qui procède aussi de ce que disait Venturi sur l'architecture. Tout est à la fois. Dans toutes les maisons de Pasolini, on est à la fois dedans et à la fois à l'extérieur. Jamais de seuil précis entre le dedans et le dehors. Forte complexité. Premier élément d'une architecture très écologique, où on vit à la lisière de différents écosystèmes. Et ça se traduit aussi dans l'architecture, c'est-à-dire la façon dont l'intérieur est animé par l'extérieur, et réciproquement. Cette maison de Sabaudia, on retrouve les mêmes principes dans la transformation qu'il a faite de la tour médiévale de Chia. C'est une transformation aussi. Donc c'est pas le passéisme. Il ne voulait pas vivre en chevalier dans la tour du XIIIe siècle pour retrouver la vieille société rurale patriarcale. Il y a une inscription d'une historicité qui est transformée et qui est mixée avec d'autres codes. On retrouve de nouveau ce même processus de transparence où tout le socle en fait a été vidé et tout le socle de la tour est vitré. Le rapport de paysage qui rentre, qui percute l'écrivain qui travaille à sa table. Encore une fois, un travail sur la lisière et le rapport au grand paysage. On retrouve les principes de l'urbanisme de Pasolini. De manière surprenante, finalement, l'urbanisme qu'esquisse Pasolini, j'ai évoqué tout à l'heure Sébastien Marot, c'est vraiment une forme d'urbanisme par le paysage. La volonté de produire des formes qui sont prises directes avec le substrat bio-géophysique. Et finalement, ce qui va donner la forme de la ville, et la forme belle et bonne de la ville parce qu'authentique, c'est la façon dont la science populaire, c'est une architecture et un urbanisme sans urbanisme en l'occurrence, qui va donner forme à tout cela. Ce qui doit nous interpeller, et là si on revient un petit peu, j'arrive au bout, j'ai grillé mon temps de parole, ce qui doit nous interpeller par rapport au pitch qu'il y avait du site de la Maison de l'Architecture, où on pouvait le lire d'une certaine manière, votre descriptif, on pouvait le lire comme une forme de
tension un peu pesante sur le métier de l'architecture, qui est celui de normes, techniques, d'isolation, de labels, de règles qui pèseraient sur la production, alors qu'il y a d'un autre côté un architecte qui est un peu créatif par essence, qui est un peu démiurgique aussi, dans la mesure où il y a une capacité de transformation de la ville, une façon de penser finalement ces arbitrages et comment tout ça pouvait se composer ou pas, ou comment est-ce qu'on peut être encore créatif quand on a de telles normes qui nous tombent dessus. Ce qui est intéressant dans l'approche finalement pasolinienne de l'urbanisme et de l'architecture, c'est Pasolini botte un peu tout ça en touche. Il dit oui, il y a une histoire qui a accumulé des règlements, qui a sédimenté des façons de faire, qui construit la façon dont on produit le territoire, mais finalement, au-delà de ça, l'urbanisme c'est autre chose. C'est une question de morale, pour reprendre le thème de Bergala, c'est-à-dire de sensibilité au tiers. Ce tiers, ça peut être la nature, ça peut être la forme du paysage, ça peut être la présence de l'autre, ça peut être la volonté de ménager des espaces dans lesquels d'autres types d'écosystèmes peuvent vivre, des écosystèmes sociaux, etc. Mais plus que ça, pour Pasolini, l'urbanisme c'est une question d'éthique. C'est-à-dire que c'est une façon de se tenir dans le monde. Première chose, façon de se positionner dans l'univers, le rapport au cosmos, le rapport à ce cosmos social qui sont les autres catégories sociales qui habitent dans l'espace urbain. Mais plus que ça encore, c'est une question d'éthique, parce que chez Pasolini, l'urbanisme, finalement, c'est une question de normes intériorisées. C'est tout ce qui s'est sédimenté en soi qui fait qu'on fait spontanément juste. C'est culture qui nous porte. C'est la norme tout court, en fait. Et puis, ce qui doit aussi nous interpeller dans ces questions d'éthique, de cette norme intériorisée, c'est-à-dire des normes tout court, c'est que l'urbanisme, c'est surtout une question de règles collectives qu'on se donne, pour Pasolini, encore une fois, qui font l'esprit d'un lieu. Mais les règles, aussi, chez Pasolini, elles sont intéressantes parce que non seulement elles sont l'émanation d'un collectif, mais c'est aussi une lecture du collectif chez Pasolini. C'est pas une moraline. Et puis les règles de composition peuvent être très simples. On pourrait avoir des règlements d'urbanisme à l'extrême chez Pasolini qui seraient assez similaires finalement à celles de Snozzi. Quant à Monte Carasso, il propose deux règles. Un alignement et puis une porte sur l'espace public, puis après, vous faites ce que vous voulez dans le reste. Chez Pasolini, c'est un peu ça, l'enjeu même de la pratique de l'urbanisme. C'est savoir inventer des règles proportionnées au lieu de l'intervention. Et des règles simples. C'est pas de se donner aucune règle, de déroger à toutes les règles. C'est de composer à l'intérieur d'un cadre normatif qui fait qu'une ville est ce qu'elle est et qu'elle sédimente du temps. Et qu'en sédimentant du temps, elle permet à une vie autre d'émerger ou d'être préservée. Voilà. J'ai fait 1h07, je suis confus. J'ai eu des problèmes techniques, puis j'ai perdu mes notes en cours de route, ce qui fait que j'ai pu retrouver mes citations. Résumons quand même rapidement. Parce que j'ai fini un peu sur une notion de morale. Comme si je voulais faire la morale aux architectes, c'est pas bon ça. D'accord ? C'était pas le but surtout. Le but, c'était de... Je reviens aux pages du départ. Dans le texte théorique de Venturi, que je suis allé lire, j'avais jamais lu avant. Hein. Comme je suis très scolaire, j'ai vu qu'il était important, donc je commandé le livre chez Duno, ça fait une commande à la maison d'édition qui a peut-être été sauvée. Et j'ai lu le livre, en français, parce que je ne suis pas complètement fou quand même. Et puis il y a un double enjeu chez Venturi. Il y a l'enjeu de la citation, d'un répertoire de formes qu'on mobilise pour produire du syntagme, produire de la signification, produire du choc aussi quand on extrémise les formes, un choc esthétique. Trois choses en fait. Il y a la volonté de reproduire une architecture ludique,
qui participe d'un plaisir de vivre aussi. Il y a une volonté dans cette architecture ludique de rétablir de la mixité des usages et de rétablir de la confusion, de l'ambiguïté dans les usages qu'on peut avoir d'un espace. Et il y a aussi un rapport au passé qui est thématisé. On peut se dire que le passé, c'est un répertoire de citations qui permet des jeux un peu esthétiques. Ce serait une façon de comprendre le postmoderne. On a un plaisir très esthétique, une ironisation des formes, on joue avec, parce qu'on est créatif, puis qu'on comprend tous les répertoires, et puis on est dans un système de citation, on s'amuse entre soi. Et une autre façon de le considérer, c'est le rapport au passé dans la sédimentation du territoire et dans la conduite des projets d'urbanisme. C'est pour ça que j'ai commencé sur cette image, qui est une image qui est tirée de Maharon, qui explique assez bien finalement ce qu'a Pasolini en tête quand il parle d'urbanisme, transformation des territoires. On voit la ville des années 50 qui émerge sur le front. Et puis, en face, il y a le parc des aqueducs. Vous connaissez peut-être si vous êtes des familiers de Rome. Et puis cette tension entre deux mondes qui pour le moment sont dans un rapport presque de dévoration. On a le sentiment d'avoir un chicot qui persiste, une vieille dent qui tient à peine, la ville qui va avancer, qui va phagocyter tout ce passé, qui va manger après la part d'histoire de la ville. Et je pense que la question morale, quand on fait l'urbanisme ou l'architecture, il est dans cette tension-là aussi. En tout cas pour un géographe qui regarde ça pareil, à partir de l'appareil des sciences sociales. Voilà. Maintenant, si vous allez vous promener là, vous verrez que c'est devenu une espèce de parc d'attraction. Parc des aqueducs, avec de jolis grillages verts qu'on retrouve partout en Europe. Il doit y avoir des bons prix en France, notamment, parce que c'est diffusé depuis la France, qui participent de ce que nous avait décrit Pasolini. En fait. Une transformation irrémédiable des matières paysagères, des matières urbaines dans lesquelles on vit, qui peut-être en extrait la vie, et en extrait une certaine authenticité. C'est une question. Et je m'arrête là.